Qu'est-ce qu'un grand rêve? Dans la suite de Carl Gustav Jung, on appelle un grand rêve un rêve qui concerne autant l'individu qui reçoit le rêve que le destin de l'humanité, ou du moins du groupe duquel il fait partie. Donc les grands rêves, ce sont des rêves assez rares mais passionnants. Nous allons d'abord voir le grand rêve le plus connu que nous a rapporté Carl Gustav Jung, parmi tous les rêves dont il nous a parlé. Et puis je vous parlerai du rêve que j'ai reçu d'une de mes clientes, je crois que c'était fin 2019, début 2020, et qui est un grand rêve assez perturbant. Oui, perturbant, je pense que c'est le mot. Mais d'abord, sachez que vous pouvez nous rejoindre sur le groupe privé Les Rêveurs. Donc c'est un groupe Facebook. Vous trouverez le lien dans la description et ça vous permettra de pouvoir échanger avec nous, de pouvoir partager vos expériences oniriques. Voilà, c'est un groupe qu'on a fait cet été avec les interprètes du Labo du Rêve. Et donc vous êtes bienvenus pour nous y rejoindre. Alors, l'un des grands rêves de Carl Gustav Jung, c'est probablement le plus connu. Avant le rêve, il y a eu des prémices à partir de l'année 1913. Dans le livre Ma vie, qui est donc l'autobiographie qu'il a écrit avec Agnella Jaffé. Donc à la base, c'était pas censé être une autobiographie, c'était censé être une biographie. Puis après, comme il a voulu un petit peu contrôler tout ça, il a commencé à écrire par lui-même et donc c'est devenu une autobiographie. Dans le livre Ma vie, paru à la fin de sa vie, Carl Gustav Jung raconte l'un de ses grands rêves. C'est un rêve qui a été fait en 1914, mais dont il a eu des prémices en 1913, comme je vais vous l'expliquer. À cette époque, Jung était très attentif à ses rêves déjà, il les observait, il les méditait, il les notait. Enfin bon, il méditait vraiment sur leur sens et il tournait un petit peu autour du rêve. Il n'avait pas encore trouvé le moyen de comprendre leur message, mais il sentait qu'il y avait quelque chose et donc il est très intéressé par comme ça l'énergie qui se dégageait de ses rêves. Sa méthode d'analyse n'était pas au point. Et puis Jung est dans une période un peu compliquée. Il avait pris ses distances avec Freud, donc avec Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Et parmi les raisons de leur discorde, il y avait cette question de l'interprétation des rêves, où Jung commençait à voir les limites de l'analyse freudienne. Et à ce sujet, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Freud versus Jung, l'interprétation des rêves, que vous pouvez trouver dans ma playlist et qui permet comme ça de mettre en perspective leurs deux visions du travail du rêve. Donc du coup, on est dans une phase un peu compliquée pour Jung, une phase d'introspection, une phase de dépression, une phase de repli. Et donc le grand rêve dont je vais vous parler succéda en fait à une série de visions obsédantes mais éveillées. C'est-à-dire c'était pas des rêves, c'était plus des visions reçues dans une période d'attention flottante, comme quand on est entre l'éveil et la sieste, ou quand on bug, ou quand on est dans les transports et que notre attention s'accroche un peu à tout et n'importe quoi, ce genre d'attention flottante. Là d'ailleurs, il y avait une de ces visions qui avait démarré dans un train, comme vous allez le voir tout de suite. Donc ces visions avaient commencé lors d'un voyage en train à l'automne 2013 et elles le harcelaient. Donc je lis ce qu'il écrit. Au mois d'octobre, alors que j'effectuais un voyage seul, je fus soudain assailli par une vision. Je vis un flot immense recouvrir tous les pays de plaine septentrionaux, situés entre la mer du Nord et les Alpes. Les flots s'étendaient alors de l'Angleterre à la Russie et des côtes de la mer du Nord, presque jusqu'aux Alpes. Lorsqu'ils atteignirent la Suisse, je vis les montagnes s'élever toujours davantage, comme pour protéger notre pays. Une catastrophe épouvantable venait de s'abattre. Je voyais d'immenses vagues jaunes, les débris des œuvres de la civilisation flottant et la mort d'innombrables milliers d'humains. La mer se transforma alors en flot de sang. Cette vision dura 1 heure environ. Donc voilà pour cette première vision qu'il a donc dans le train en 1913, et la vision va revenir et la mer va se transformer en sang dans les fois suivantes. Jung traverse une période compliquée, il est lui-même dans une phase très compliquée psychologiquement, on va dire, où donc il remet en question un petit peu ses perceptions, il se demande de quel ordre c'est. Et puis il y a quelque chose qui lui dit que c'est peut-être lié aux événements mondiaux, à des événements proches. Pourtant, à l'époque, en 1913, il voit pas le lien direct avec ce qui se passe dans l'actualité, en fait, et donc il craint vraiment d'être menacé par la psychose. Il se dit, je perds les pédales, là, je suis en train de perdre pied. Ce qui n'était pas complètement faux, d'ailleurs. Il était dans une période assez compliqué. A posteriori, il va considérer cette période très compliquée comme ça qu'il a traversée pendant le début des années 1910 comme bénéfique. Et au moment où il était au plus bas, il en avait déjà conscience d'ailleurs, que c'était probablement bénéfique. Il était en train de s'émanciper de Freud, qu'il voyait à la base comme un mentor, et donc il devait accepter de lui être opposé dans un conflit d'idées, et accepter d'oser, de proposer sa propre vision de la psychologie, autrement dit de se différencier. Il va sortir au bout de quelques années de cette période réellement aguerri, réellement prêt à défendre sa propre conception de la psychologie et du travail analytique. Il réussit à se démarquer et donc, en un mot, à s'épanouir.
Et donc dans ma vie, il écrira à l'âge de 83 ans, Ma vie est l'histoire d'un inconscient qui a accompli sa propre réalisation. Revenons donc à ce rêve. Donc après les visions de 1913, nous avons le grand rêve qui arrive en 1914. Au printemps 1914, cette fois-ci, la vision apparaît en rêve. Je cite, Au beau milieu de l'été, un froid arctique faisait irruption et la terre se trouvait pétrifiée sous le gel. Une fois par exemple, je vis que toute la Lorraine, avec ses canaux, était gelée. Toute la région était comme désertée des hommes, et tous les lacs et toutes les rivières étaient recouverts de glace. Toute végétation vivante était figée par le gel. Ces images de rêve se produisirent en avril, en mai et en juin 1914. Lors de la troisième répétition de ce rêve, un froid monstrueux qui semblait provenir des espaces intersidéraux avait envahi la Terre. Toutefois, ce rêve a eu une fin imprévue. Il y avait un arbre portant des feuilles, mais pas de fruits. Mon arbre de vie, pensais-je, dont les feuilles s'étaient transformées sous l'effet du gel en grains de raisin sucrés, pleins de jus bienfaisant. Je cueillis les raisins et les offrais à une foule nombreuse qui attendait. Donc sachez que la guerre de 1914 a éclaté pendant l'été. Donc effectivement, ce rêve a précédé le début. Alors comment Jung s'est-il retrouvé branché sur l'inconscient collectif? Car force est de constater que des visions au rêve, le rêve précisant les visions, on voit bien que Jung avait vraiment pressenti, en tout cas l'inconscient de Jung avait pressenti les événements qui allaient agiter l'Europe. Donc lorsque la guerre éclate, c'est-à-dire pendant l'été qui suit, Jung comprend la fin de ce rêve. À la fin de ce rêve, il voit les raisins qui pendent à cet arbre et il se voit les offrir à la foule. Et donc réellement, il s'empare de l'image de la fin de ce rêve et il se sent réellement, lui, comme investi de la mission de partager ses connaissances sur l'inconscient. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, il faisait un petit peu cavalier seul, où il expérimentait des choses seul sur l'inconscient, et là il se dit, il semblerait qu'à la fin de ce rêve, on me donne l'indication qu'il faut que je partage, qu'il faut que maintenant je sorte un petit peu de ma tanière et que je me mette à partager, à diffuser, à proposer en tout cas ce que moi j'ai trouvé. Et donc ce rêve, sur un plan personnel, va l'encourager encore plus à chercher à comprendre ce qui a permis l'émergence de ces visions précisément et de ces rêves récurrents qui l'ont relié, lui, à l'inconscient collectif. Ça va vraiment devenir le rêve un de ses sujets d'études favoris. Comment? Grâce à des visions, grâce à un rêve, il s'est trouvé le détenteur d'un message qui détenait la collectivité quelque part, qui concernait tout le groupe, tous les êtres humains. Alors il pensa que ce phénomène pouvait découler d'une disposition d'esprit un peu particulière, en fait, qu'il avait eue à cette période-là, sans la rechercher, ceci dit. Il observa son comportement, ses habitudes, sa manière de vivre en ces années 1913-1914. Donc ces 2 années, comme je vous l'ai déjà dit, étaient des années de repli sur soi pour Jung. Il avait besoin de solitude, il était en pleine phase d'introspection et de déprime d'ailleurs. Chaque jour, il consacrait le début de son après-midi à des activités manuelles. Donc, c'est après le repas, il faisait une pause avant ses consultations. Et pendant cette pause, il construisait des tas de choses, en fait, comme lorsqu'il était enfant. Donc, avec ses mains, avec de l'argile, il bricolait plein de trucs. Il se laissait vraiment guider par son imagination. Et donc, à travers ces activités, qui étaient des activités manuelles, enfantines, donc c'est une forme de régression, son imagination et son intuition se sont rejointes tous les jours à heure fixe, c'est-à-dire c'était une heure complètement dédiée à l'imagination, à l'intuition, à l'inspiration quelque part. Et probablement que cet état-là particulier, mais régulier, tous les jours, cet état d'inspiration a dû participer à faire de Jung en quelque sorte le médium de l'inconscient collectif, le médium dans le sens celui qui fait le lien, celui qui est entre, et donc le messager. Maintenant, je vais, moi, vous raconter le grand rêve que j'ai reçu, qu'une de mes clientes m'a confié. Alors déjà, pourquoi c'est très rare? Il arrive qu'en consultation, j'ai affaire à un grand rêve. Autrement dit, un rêve qui parle pas seulement de l'individu, quoi qu'il en parle, mais aussi de la collectivité. Un rêve qui ne parle pas que de ses problèmes personnels à lui, voire qui en parle très peu, et qui va vraiment s'adresser à la société, qui parle en fait d'un phénomène, d'une problématique qui concerne la société, qui est vrai pour tout le monde, qui est vrai pour lui, mais qui est vrai pour tout le monde. Alors si beaucoup de rêves ont comme ça une dimension grand rêve, c'est-à-dire une dimension collective, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, surtout en atelier avec les élèves du labo. Souvent, on peut voir dans les rêves partagés la dimension collective derrière, comme s'il y avait un message comme ça qui venait du soi et qui disait voilà ce qu'il faudrait faire ou voilà comment il faudrait que vous voyiez les choses. Et souvent, on peut voir dans un rêve que ah oui, effectivement, on dirait que ce rêve te dit un truc à toi, mais nous enseigne à tous en fait. Donc
Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, la dimension collective des rêves. Mais cependant, un rêve qui est aussi précis que celui de Jung, ou que celui de ma cliente dont je vais vous parler, c'est relativement rare. Un rêve qui fait comme une photo de ce qui arrive, quoi. Ça, c'est relativement rare. Alors d'après mon expérience à moi en interprétation des rêves, les clients qui me confient ce genre de rêves, et qui sont donc rares, ont des points communs. J'ai relevé 3 points communs. Le premier, c'est une grande sensibilité, une hypersensibilité, mais pas seulement au niveau de l'empathie, au niveau de l'émotionnel, mais aussi au niveau de la perception sensorielle. Le deuxième point, c'est qu'ils ont une intuition plutôt affûtée, ils sont plutôt du type intuitif, et pour certains, c'est même carrément leur outil principal pour se rentrer dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui incarnent très bien cette intuition-là, ce type intuitif, et d'autres qui ne s'en vantent pas, mais qui pour autant ont une intuition très fine des choses. Et puis le troisième point, c'est qu'ils sont dans une période de lâcher-prise. Alors ici, attention, avec cette idée de lâcher prise là, en effet, le lâcher prise peut être recherché et peut être le fruit d'un travail sur soi en développement personnel. Le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose qu'on doit viser, absolument, pour se sentir bien dans sa vie, un maximum en tout cas. Mais le lâcher prise peut être également involontaire, et dans ce cas-là, on est presque à la limite de la décompensation parfois. C'est-à-dire on lâche prise, mais c'est pas parce qu'on a souhaité lâcher prise, c'est juste parce qu'il y a un trop-plein, un truc qui fait que le mental, il se barre à un moment donné parce qu'il y a trop de pression. Et c'est le cas de Jung, en 1914, il était dans un état de lâcher-prise involontaire, puisqu'il n'était pas du tout dans un bon mood. Donc il s'était pas dit, tiens, je vais être dans le lâcher-prise. Plus tard, il va t'intéresser à tout ça, au yoga, au taoïsme, etc. Mais on n'en était pas là. Là, il était dans un état de lâcher-prise malgré lui, si vous voulez. Et c'est quelque chose qu'il réalisera plus tard, et c'est quelque chose que j'ai observé, moi, dans ces personnes qui me donnaient ce genre de grands rêves. C'est-à-dire comme s'il y avait trop de pression, et que du coup, il y a quelque chose qui lâche prise à un moment donné. C'est-à-dire quelque chose qui va remercier le mental, la pression va remercier le mental, et donc ça va donner lieu à ces états d'attention un peu flottantes et de lâcher prise un peu involontaire. Voilà, je pense que j'ai bien expliqué. Et donc ce que j'appelle lâcher prise ici serait proche de l'état d'attention flottante qu'on peut trouver quand on imagine les sages là qui peuvent être en transe et qui vont recevoir des informations pour le groupe. Je pense aux chefs de tribu, aux chamans, aux gourous, etc. qui vont recevoir des visions qui concernent la communauté. Vous voyez, dans notre imaginaire, on voit ce genre de personnages là dans les films, dans les légendes, ou même réellement moi j'ai pas voyagé, mais il y a des personnes qui voyagent et qui me racontent ce genre de rencontres-là, voilà, probablement qu'ils sont dans cet état un petit peu là de lâcher prise, qui font qu'ils ont accès à certaines choses. Je ne sais pas, je suis pas une experte. Mais voilà, c'est juste ce que j'ai observé. Alors parlons du rêve de ma cliente. Donc d'abord le contexte. Cette cliente me contacte au début de l'épidémie de Covid-19, donc je pense qu'on est à la fin 2019 à ce moment-là. Elle me contacte en me disant j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu plein de triangles et plein d'yeux. Donc sa requête c'était pourquoi j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre pourquoi il y avait tous ces triangles et pourquoi il y avait tous ces yeux dans mon rêve. Moi, je reçois le récit du rêve, je commence à travailler dessus, et en fait, en lisant, j'étais direct abasourdie. Et aujourd'hui encore, si je le relis, franchement, j'en reviens toujours pas. En fait, le rêve annonçait tout ce qui allait se passer dans les années suivantes. Ça parlait de la question de la polémique des vaccins, alors qu'on savait même pas encore, fin 2019, qu'un vaccin allait voir le jour, mais ça en parlait dans le rêve. On savait pas non plus si ça serait pour 2021 ou plus tard, cette histoire de vaccin. Enfin, maintenant, ça paraît hyper loin quand j'y repense. Je pense qu'on a tous une amnésie de cette période. Et en réalité, c'était fou. Et fin 2019, en tout cas, on ne savait pas du tout la suite des événements. Ça parlait également du problème des vaccins en retard. Ça parlait du problème des vaccins dont l'efficacité serait remise en cause par les variants. Et puis en fait, je me rappelle très bien, on voyait vraiment l'embarras des dirigeants, surtout face à une situation absolument sans précédent, quoi. Le rêve insistait vachement là-dessus, sur ces dirigeants hyper embarrassés. Et puis sur leur difficulté à un petit peu sauver la face, on va dire, c'est-à-dire à donner l'impression de n'être pas du tout dans l'improvisation totale. Mais le rêve disait que oui, en fait, clairement, tout le monde serait dans une improvisation absolue. Et puis dans le rêve, il y avait toute une partie comme ça dans le bureau ovale, et la rêveuse se voyait en train d'épier les dirigeants du G20 à travers le trou d'une serrure. Et elle racontait leur conversation. En même temps qu'elle les voyait, elle racontait, à qui je sais plus, mais elle racontait leur conversation. Et donc il y avait ces dirigeants-là qui tous essayaient de faire bonne figure et qui étaient complètement perdus en réalité et qui ne savaient pas du tout quelle décision prendre, comment se comporter. Donc, je ne vais pas vous raconter tout le rêve car ce serait trop long, mais en tout cas sachez qu'elle m'a décrit la pièce et qu'elle m'a décrit les symboles qu'elle y voyait. Et du coup j'ai cherché ces symboles sur internet et aussi dans un livre sur les symboles que j'ai, un dictionnaire des symboles, pas dictionnaire des rêves, attention, je n'utilise jamais de dictionnaire des rêves,
mais un dictionnaire des symboles. Et puis j'ai trouvé que les symboles qu'elle a vus et qu'elle m'a décrits étaient des symboles qui existaient. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas savoir tout ça? C'est vrai, la première réaction, c'est de se dire, non mais en fait, elle avait dû... voilà, elle a dû brasser l'actualité, etc. Rappelons-nous que fin 2019, le Covid était censé rester en Chine, hein, il ne devait pas dépasser les frontières chinoises. Normalement, il ne devait pas partir. Donc, non, elle n'avait aucun moyen de le savoir. Enfin, personne ne savait en fait la suite des événements. Elle ne peut pas le savoir et elle ne peut pas en rêver simplement parce que personne n'en savait rien à ce moment-là. Et puis, cette cliente-là, on peut se dire, ah, mais elle aurait pu deviner, etc. Bon, pour deviner ce genre de choses, je pense que même les journalistes, même les personnes qui d'habitude arrivent à prévoir les événements géopolitiques, etc., n'ont pas su prévoir grand-chose, fin 2019 en tout cas. Ni les scientifiques, personne ne pensait qu'on allait avoir une épidémie d'une telle ampleur. Donc ma cliente n'était pas journaliste politique, elle n'était pas chercheuse au CNRS ou nulle part ailleurs. C'était une coiffeuse à domicile, absolument pétillante, pleine de vie, et elle, son truc, c'était la spiritualité, c'est ça qui l'intéressait. Donc moi, je l'ai beaucoup questionnée quand même. Hein. Je lui ai demandé si elle n'était pas abonnée au Monde ou à Courrier International ou ce genre de choses. Après, je me suis dit peut-être que par le passé, elle a eu un intérêt particulier pour la géopolitique. Et donc, ça pourrait expliquer que son inconscient arrive à déduire un petit peu ce qui se passe dans l'air du temps. Je sais pas, j'essayais vraiment de trouver des excuses, on va dire. Elle m'a dit qu'elle ne regardait pas les informations, qu'elle n'allumait pas la télévision depuis longtemps, parce qu'elle avait décidé que les informations en fait abaissaient le niveau vibratoire, on peut dire, c'est-à-dire le niveau d'énergie, et donc pour se sentir bien, il fallait éviter le contact avec les sources d'énergie négative, en gros. Donc trop anxiogène, donc pas de radio, pas de télé. Je lui ai parlé de géopolitique, elle a rigolé, elle m'a dit que ça ne l'intéressait absolument pas. Et puis, quant à sa connaissance des symboles, c'était une connaissance très basique, puisqu'elle ignorait par exemple que l'aigle était l'un des symboles des États-Unis. Elle ne savait pas, elle n'était pas au courant. Aussi, autant vous dire qu'elle n'avait pas du tout conscience d'avoir fait un grand rêve. Elle était curieuse de savoir pourquoi il y avait des triangles et des yeux dans ses rêves. Voilà, c'était tout. C'est ça qui l'intéressait en fait, c'est la dimension spirituelle du rêve, puisqu'elle avait bien vu qu'un triangle, un œil, il y avait une connotation spirituelle. Tout le reste, elle ne le voyait pas. Cette cliente, on peut considérer qu'elle a reçu un rêve beaucoup trop dense symboliquement pour ses connaissances personnelles. Son rêve était finalement d'un niveau supérieur à son propre niveau d'analyse et son propre niveau, on va dire, d'association d'idées et de sa manière de symboliser à elle. Elle n'aurait jamais choisi de symboliser les choses comme ça, seule, on va dire, d'un point de vue conscient. Et puis, le message de rêve dépassait absolument son usage personnel, puisque c'était un message qui concernait tout le monde. Par la suite, à chaque étape de l'actualité, comme ça, je suis revenue assez régulièrement à ce rêve, et à chaque fois, j'ai halluciné de me dire « Oh, mais même ça, ça se voyait, même ça, enfin voilà. » C'était complètement fou. Alors, quelle est mon hypothèse? Pourquoi cette personne a reçu un grand rêve? Donc, la rêveuse, c'était une femme pétillante, comme j'ai dit, pleine d'énergie, voire trop pleine d'énergie. En effet, derrière son sourire, derrière sa bonne humeur, derrière vraiment sa pêche, sa vitalité, moi je sentais qu'elle avait de l'anxiété. Et puis elle m'a confié, parce que j'essayais de la questionner, cette anxiété que je percevais, je la trouvais comme si elle était un tout petit peu trop euphorique, vous voyez, un petit peu trop agitée, à l'air de rien. Donc j'ai un petit peu interrogé là-dessus, et elle m'a confié que depuis quelque temps, elle faisait des expériences qu'on pourrait qualifier de paranormales, en gros, mais contre son gré. C'est-à-dire qu'elle ne choisissait pas de les faire, mais elle les vivait, elle les subissait, et qu'elle cherchait à comment faire pour un petit peu se protéger, parce qu'elle voulait juste vivre sa vie, et elle n'était pas du tout dans des trucs comme ça, Donc elle les subissait, ça ne lui convenait pas du tout. Donc on a parlé ensemble de comment elle pouvait canaliser son énergie, comment elle pouvait calmer son anxiété, et puis comment elle pouvait refuser tout clairement des expériences dont elle ne voulait pas du tout. Donc mon hypothèse serait que comme Jung, quelque part, cette rêveuse était dans un état particulier à ce moment-là où elle a fait le rêve. Il faut parler d'un état un petit peu limite, qui l'aurait relié via ce rêve à une connaissance de quelque chose de plus grand. Cette anxiété, cette ouverture pour des expériences particulières, on la retrouve chez Jung quelque part en cette année 1913. Il y a une faille à cet endroit-là, quelque chose qui fait que ça s'ouvre. Je vois pas d'autre explication, mais en tout cas, je vois qu'il y avait quand même quelque chose de commun. Et donc, quelle est la différence entre un rêve et un grand rêve? C'est une différence d'échelle. Les rêves utilisent des archétypes issus de l'inconscient collectif pour générer des symboles. Donc si vous avez du mal avec ces notions d'archétype et d'inconscient collectif, sachez que j'ai fait des vidéos sur le sujet.
une vidéo sur les archétypes, une vidéo sur l'inconscient collectif. Ce sont deux notions de Carl Gustav Jung qui sont hyper intéressantes à étudier, surtout si on s'intéresse à l'analyse des rêves. Et donc, de cette manière, les rêves vont générer des symboles. Les rêves travaillent au bien-être, à l'homéostasie du sujet. Un rêve concerne le rêveur de manière privilégiée, parfois il peut concerner aussi des personnes de son entourage, mais en premier lieu, un rêve concerne toujours le rêveur. Et ces grands rêves, ces rêves qui parlent de choses qui sont beaucoup plus grandes et qui sont collectives, semblent être les exceptions qui confirment la règle. En effet, ceux-là sont directement adressés à la collectivité, au groupe. C'est comme si l'inconscient collectif, ou je sais pas, le sens du monde, ou je sais pas qui en réalité, utilisait parfois un rêveur pour en faire le médium d'une annonce générale. Donc si vous avez vécu ça, vous pouvez le partager dans les commentaires. En tout cas, c'est une expérience dont on se souvient toute sa vie. La preuve, à 83 ans, Jung accordait plusieurs pages à cette anecdote, qui n'était pas une anecdote pour lui, qui a été quand même quelque chose d'assez crucial, notamment dans ses recherches sur l'inconscient collectif. Et du coup, c'est pour ça que je vous invite à noter vos rêves et à en garder une trace, parce qu'avec le recul, parfois, quand on retourne sur son carnet de rêves, on se dit « Oh, c'est marrant ça, il y avait ça, et puis juste après, il s'est passé ça. » C'est curieux quand même, mais c'est toujours intéressant de voir ce genre de choses. En tout cas, les grands rêves tendent à démontrer que quelque chose en soi est à même de nous éclairer, de nous prévenir sur ce qui se joue en ce moment et sur ce qui est sur le point d'advenir. Puisqu'effectivement, en 1913, si les choses n'étaient pas encore là dans la matière, si la guerre n'était pas encore déclarée, la guerre était déjà sur les rails, c'est-à-dire que les tensions en Europe étaient là depuis plusieurs années. La guerre, elle n'est pas déclarée comme ça. Donc peut-être que quelque chose en Jung a capté cette ambiance de tension qui pour autant n'était pas du tout présent dans la presse et les personnes n'étaient pas au courant de ça. Peut-être qu'il y a un truc qui était sur les rails et qu'il a capté. De la même manière que ma cliente avait probablement capté un truc qui était sur les rails, en fait, mais qui n'était pas encore advenu. Je sais pas. Donc en rêve, nous pouvons être informés de quelque chose qui arrive et qui est déjà sur les rails, que ce soit pour nous-mêmes ou pour le groupe dans lequel on fait partie. Les rêves normaux, c'est-à-dire les rêves lambda, qui ne sont pas des grands rêves, nous informent également sur ce qui se joue en ce moment, pour soi-même essentiellement, et parfois pour les personnes avec lesquelles nous sommes en lien. C'est notamment le cas des rêves télépathiques, des rêves dans lesquels on va aller se connecter à quelqu'un d'autre. Et souvent, les rêves nous informent aussi sur ce qui est le point d'advenir dans notre vie. Les rêves classiques œuvrent donc de la même manière que les grands rêves, mais à échelle individuelle. Et c'est ce que Jung a appelé la fonction d'anticipation du rêve. Et c'est cette dynamique prospective du rêve, c'est-à-dire cette capacité du rêve à nous projeter un pas en avant, qui intéressait particulièrement les onirocrites, qui sont ces interprètes de l'Antiquité. C'est pourquoi le travail sur le rêve et le fait de noter ses rêves est toujours extrêmement bénéfique, que ce soit pour soi-même, pour savoir vers quoi on se dirige, vers quelle direction emprunte notre vie, on va dire, et les actions qu'on met en place, mais également aussi parfois pour comprendre donc le sens du vent à un niveau collectif. Les grands rêves nous aident donc à observer la direction qu'est en train de prendre le monde et de se préparer à tout ça. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez déjà fait un grand rêve, vous pouvez me le raconter en commentaire ou sur le groupe Facebook Les Rêveurs. Et si vous aussi vous vous passionnez pour les rêves et pour la pensée de Carl Gustav Jung, je vous invite dès à présent à regarder un cours gratuit. Dans ce cours, vous apprendrez à interpréter les rêves sans dictionnaire des rêves, à la manière de Carl Gustav Jung. Pour accéder à ce cours gratuit, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt!